Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle Laurent Becmont et je suis professeur de pharmacologie à l'université Paris-Saclay, faculté de médecine. Maintenant, nous allons voir quelque chose de fondamental dans les études médicales, c'est le lien de causalité. Alors, dans les études randomisées, on peut affirmer qu'il y a une causalité entre, par exemple, une intervention et la survenue d'un critère principal de jugement. Dans les études non randomisées, le lien de causalité ne peut jamais être affirmé. Il existe des critères indirects qui peuvent plaider en faveur d'un lien, mais sans jamais pouvoir l'affirmer. Alors, dans les études non randomisées, les groupes en général, quand vous comparez deux groupes, ils ne sont jamais identiques. Eh bien, toutes les différences que vous allez observer sur les populations à l'inclusion, tout ça, c'est des biais potentiels de confusion. Voilà un exemple où on regarde chez des patients qui vont avoir une chirurgie cardiaque, quelle est l'influence de l'anémie juste avant la chirurgie cardiaque. Eh bien, vous voyez que les patients anémiques, ici, il y a beaucoup plus de femmes, ils sont plus âgés, 64 vs 69 ans, ils sont plus maigrichons, donc probablement plus dénutris, beaucoup plus diabétiques, 40% versus 27, etc., etc. Et donc, vous avez deux populations qui sont différentes au moment de leur inclusion. Alors ensuite, si ça meurt plus dans le groupe préalablement anémié, est-ce que c'est l'anémie qui est responsable du surcroît de mortalité, ou bien est-ce que c'est l'âge plus important, le diabète, toutes les comorbidités qui sont supérieures dans le groupe anémique? Vous ne pouvez pas déterminer. Et là, ce sont des biais potentiels de confusion. Ces biais potentiels de confusion, vous les avez pour toutes les études sur la table 1. Tout ce qui diffère entre les deux groupes au départ sont des biais potentiels de confusion. A l'inverse, dans les études de randomisées, vous tirez au sort l'appartenance des patients à un groupe ou l'autre. Et du fait de ce tirage au sort, à l'inclusion, les populations sont rigoureusement identiques pour tout ce que vous mesurez, mais également pour tout ce que vous ne mesurez pas. Et donc, voilà, vous avez deux populations parfaitement identiques. Vous voyez ici un essai hypocholestérolémiant versus placebo. Eh bien, vous voyez que l'âge est rigoureusement identique, le sexe ratio est rigoureusement identique, la proportion de blancs et de sujets afro-américains identique, la proportion de fumeurs, vous voyez 33,2% de fumeurs dans un groupe, 32,2%, la consommation d'alcool, la pression artérielle systolique dans les deux groupes, 164,2 mm de mercure versus 164,2 mm de mercure. Vous voyez la précision quand vous avez les grands effectifs ici comme 10 000 patients. Bref, dans les études randomisées, les groupes sont rigoureusement comparables à l'inclusion, donc il n'y a pas de biais de confusion. Et donc, si vous n'avez pas de biais de confusion, que vos deux groupes sont parfaitement identiques au départ, c'est ce que vous voulez avoir dans la randomisation. Donc deux groupes parfaitement identiques. Et puis, vous allez les suivre avec l'intervention. Et puis, par exemple, mettons ici que dans un groupe, vous avez 10 morts pour 1000 patients inclus, et dans l'autre groupe, vous avez 100 morts pour 1000 patients inclus. Eh bien, vous pouvez affirmer avec certitude, car vos deux groupes sont parfaitement identiques au départ. La seule chose qui va différer dans le temps, c'est que l'intervention n'est pas la même. Et donc, vous pouvez affirmer avec certitude, puisque votre population est rigoureusement identique dans les deux groupes au départ, et qu'elle est différente à l'arrivée, eh bien que c'est votre intervention qui est responsable, causale, de cette diminution de la mortalité. Ok, donc la causalité, le lien de causalité, il peut être affirmé uniquement si vos deux populations sont rigoureusement identiques au départ. Donc dans les études non randomisées, les groupes ne sont pas comparables à l'inclusion, il y a des biais potentiels de confusion. Et alors on va utiliser les critères indirects de causalité qui ont été énoncés par M. Bradford Hill il y a déjà quelques années, en 1965. Ces critères, qu'on va voir dans un instant, essentiellement le contrôle du plus grand nombre de biais, plaident en faveur d'un lien causal entre un facteur de risque et une maladie, sans jamais pouvoir l'affirmer avec certitude, contrairement aux études randomisées. Alors les critères de Bradford Hill se divisent en deux, les critères internes à l'étude et les critères externes. Évidemment, les critères internes sont les plus importants. Alors, la relation temporelle, c'est l'exposition doit précéder l'effet.
En effet, si vous étudiez l'amiante, l'effet de l'amiante sur la mortalité par asbestose, si vous mourrez avant d'avoir été exposé à l'amiante, raisonnablement, on ne peut pas imputer l'amiante. La force de l'association, c'est-à-dire que la force, c'est finalement le risque relatif, l'odd ratio, le hazard ratio. Plus la force de l'association, le risque est important avec le facteur de risque et la maladie, plus c'est plausible que ça soit causal. Ensuite, la spécificité de la relation avec l'exposition, c'est-à-dire une exposition, une maladie, et cette exposition ne donne pas d'autres maladies. Ça, c'est en général très difficile à observer. Prenez par exemple le tabac ou l'alcool comme facteur de risque. Certes, le tabac va donner plus de cancers du poumon, mais également de l'athérome, des cancers de vessie, enfin tout ce que vous voulez. La relation de type effet-dose. Plus vous avez de facteurs de risque en quantité, je veux dire par exemple plus vous fumez de cigarettes, plus le risque de développer la maladie est important. Donc ça, l'effet dose, c'est assez parlant. On l'a en pharmacologie également. Plus vous augmentez les doses d'un médicament, plus l'effet est important. C'est l'effet dose. Et enfin, surtout, la cohérence interne à l'étude. C'est-à-dire que la méthodologie, même si ce n'est pas randomisé, contrôle le plus grand nombre de biais, de facteurs de confusion, avec des techniques qu'on verra dans un tuto adapté. Les critères externes à l'étude, c'est constance de l'association et de reproductibilité, ça marche dans les deux sexes, ça marche chez les jeunes, chez les vieux, ça marche à Kuala Lumpur comme au Kremlin-Bicêtre, etc. La plausibilité biologique, c'est oui, est-ce que c'est sous-tendu, les résultats sont-ils sous-tendus par des mécanismes physiopathologiques connus, avec toutes les limites qu'on peut mettre à ça. Et enfin, la cohérence avec des études préalablement publiées, est-ce qu'on trouve à peu près les mêmes résultats, voire les mêmes résultats en se comparant à des études préalablement publiées. Bon, tous ces critères, évidemment, ne peuvent pas être vérifiés. Encore une fois, tous ces critères sont indirects, plaident en faveur d'un lien causal. Mais encore une fois, le lien causal ne peut être démontré qu'avec un tirage au sort, c'est-à-dire la randomisation. Merci.